Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. On débute aujourd'hui en vous présentant les actualités et informations retenues pour la région, suivies d'une entrevue avec Mme Nathalie Savard, directrice générale de la Maison Victor-Gadebois, pour souligner le 33e anniversaire de l'organisme. Notre journaliste Marc-Antoine Harvey assiste à la conférence de presse concernant le début des travaux de démolition de la caserne Serge Caron à Chambly. On assiste également à la pièce de théâtre Rouge, jaune, vert de la MRC-VR sur les difficultés dans le milieu agricole. Finalement, on se rend au pôle culturel de Chambly pour une annonce de partenariat entre la CCI VRR et la ville. Le régional commence à l'instant. Bonne émission. Voici les actualités sélectionnées par l'équipe de TVR9 pour la vallée du Richelieu. La Ville de Chambly invite les citoyens à participer en grand nombre à ses activités hivernales. D'abord du côté du marché de Chambly sous le chapiteau du Parc des Ateliers qui aura lieu le 22 février, 8 mars, 22 mars, 5 avril et 19 avril de 9h à 13h. Vous pouvez également assister à un tout nouvel événement, le Festi-Planche, qui se tiendra au parc Robert-Lebel le samedi 15 février prochain de 13h à 20h. Réalisé en collaboration avec Méthode Skateboard, la Ville invite les participants et les spectateurs à admirer des démonstrations et initiations à la planche à ski avec prêt d'équipement sur place. DJ, ambiance, animation, vous pourrez enfiler vos patins ou embarquer sur un tube à glisser pour descendre la pente de 110 pieds. Plusieurs autres activités sont prévues tout l'après-midi, telles que igloo, tunnel, course à obstacles et curling. Puis le site s'illuminera dès 17h pour la démonstration de sculpture sur glace. Un bel événement gratuit à ne pas manquer pour profiter des joies de l'hiver en famille ou entre amis. Depuis 2005, tous les premiers samedis du mois de février, l'initiative québécoise La Journée Manchante incite la population à se mobiliser en petits groupes pour apporter chant et joie aux personnes âgées en résidence. Dans une atmosphère conviviale, la Journée Manchante s'inscrit dans un cadre volontaire où l'objectif est de briser l'isolement des aînés. Depuis 20 ans, le projet a conquis plus de 12 000 enchanteurs et 45 000 enchantés répartis au Québec, en Ontario et dans le reste du monde. Pour participer à cette expérience humaine enrichissante ou obtenir plus de renseignements, visitez le site web journéejoie.org. C'est à Saint-Marc-sur-Richelieu qu'a eu lieu le dévoilement du projet participatif Le Parcours actif urbain qui se réalisera d'ici le printemps 2025. Ainsi, ce sont 3 parcours qui seront offerts. Le petit tour du village avec une boucle d'1,5 km, le grand tour du village pour ceux qui veulent un 2,5 km ou encore la rive du Richelieu avec une boucle de 3,7 km. Des panneaux arborant chacun une couleur seront installés ainsi que des marques de peinture sur le chemin. Ce projet participatif vise à encourager les saines habitudes de vie tout en favorisant les interactions sociales entre citoyens. Les horaires d'hiver des services d'autobus d'Exo sont entrés en vigueur dans tous les secteurs de la Couronne Sud, incluant Carignan, depuis le 6 janvier 2025. Exo a procédé à une réaffectation des trajets moins performants et à une optimisation de l'assignation des véhicules pour offrir davantage de capacité là où la demande est plus forte, et ce, sans engendrer de coûts supplémentaires. À titre d'exemple, pour la ville de Carignan, les lignes 105, 482 et 487 ont vu leurs horaires modifiés. D'autres lignes à Carignan peuvent avoir eu un retrait de 3 voyages ou un ajout de voyages comme les lignes 481 ou 685. Les usagers de toutes les municipalités sont invités à planifier leur trajet en utilisant l'application Chrono ou pour consulter les trajets optimisés, vous pouvez visiter exo.québec. La Ville de Saint-Jean-Baptiste convie ses citoyens à En direct avec Marilyn. Bien, pour toute question sur l'actualité municipale ou des commentaires à partager, on vous invite à rejoindre chaque mois Madame la mairesse Marilyn Nadeau sur la page Facebook de la Ville. Vous êtes invité à poser vos questions et échanger avec elle sur les sujets qui vous intéressent. Pour terminer, mon collègue Marc-Antoine vous en a déjà parlé la semaine dernière, mais on souhaitait réitérer l'importance de faire preuve de vigilance, car en ce début d'année, la Ville de McMasterville a reçu plusieurs signalements pour des visites à domicile non sollicitées. Donc, la vigilance est de mise face aux fraudeurs qui affirment travailler pour des compagnies qui offrent des services d'amélioration pour les bâtiments, tels que l'amélioration de la qualité de l'air de votre résidence, la moisissure, vérification d'isolement et économie d'énergie.
Ainsi, en aucun temps, la Ville n'a délivré de permis à ces personnes affirmant travailler pour ces entreprises. Rappelons que la sollicitation porte-à-porte est autorisée sur le territoire seulement avec un permis dûment émis par la Ville, en plus d'un permis valide émis par l'Office de protection du consommateur. Donc, vous êtes en droit d'exiger en tout temps les copies officielles de ces permis et on vous invite à noter le nom et le numéro avant d'engager une discussion avec ces solliciteurs. C'était vos actualités TVR9. La Maison Victor-Gadebois fête ses 33 ans cette année et nous avons la chance d'accueillir en studio Mme Nathalie Savard, la directrice générale. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, 33 ans, comment vous en êtes venu à arriver à cette belle anniversaire-là? C'est quand même un certain nombre d'années important. Oui, vous savez que la maison existe depuis 33 ans à cause du soutien de la communauté, donc à cause de l'engagement de chacun d'entre vous. Si nous, on a engagé nos cœurs pour prendre soin des gens qui vivent avec un cancer, qui sont dans une période intense de leur vie quand ils arrivent, quand on leur a annoncé que le cancer ne pourrait pas être guéri, bien, votre contribution exceptionnelle depuis 33 ans nous a permis de garder la maison vivante et vibrante et encore pleine d'amour pour la communauté. Donc, vous avez mis sur pied un bal qui a eu lieu d'ailleurs pour remercier vos partenaires qui sont très importants. Oui, imaginez, notre budget annuel est un budget de 5 500 000. Puis, on a un peu moins de 40 là, qui est une subvention qui vient du ministère de la Santé. On est très, très reconnaissant. Mais tout le reste, c'est des dons, puis la participation à nos activités qui nous permet de fonctionner puisque tous les services qui sont offerts à la maison sont gratuits. Alors, vendredi dernier avait lieu notre premier bal anniversaire pour célébrer l'engagement de nos partenaires, puis lancer notre année, leur permettre de connaître toutes les façons possibles de soutenir la maison, parce que chaque sou compte. On ramasse encore les sous noirs pour nous permettre de faire fonctionner la maison. Donc, on était très, très heureux de les accueillir. Et vous avez eu une année riche en rénovation, d'ailleurs, grâce à tous ces dons-là, ce qui vous a permis d'amener un nouveau logo, un nouveau site Web. Vous allez vraiment relancer une nouvelle année, une nouvelle façon de faire pour cette année. On a essayé de rajeunir un peu certains aspects de notre maison, malgré que les gens qui travaillons ou qui faisons du bénévolat ou les partenaires, on est très engagés, puis on essaie d'être toujours sur notre 36. La maison avait quand même, avec les années, besoin d'amour. Alors, on a rénové toutes les chambres pour offrir un milieu encore plus enveloppant aux gens qui vivent avec nous. On a refait la climatisation, l'insonorisation pour plus d'intimité. On a travaillé partout à travers la maison. Donc, ça a été un beau moment de solidarité avec nos partenaires puis avec les membres de l'équipe qui se sont engagés pendant cette période-là à développer encore plus leurs compétences, puis leur attachement à la maison, puis à la communauté. Ça a été vraiment des moments intenses, mais des beaux moments. Et on parle beaucoup de fin de vie, mais la Maison Victor-Gadebois, c'est pas seulement ça. En fait, vous avez plusieurs services que vous offrez, que vous aimeriez faire part aux téléspectateurs. Oui. À la Maison Victor-Gadebois, on ne vient pas pour attendre la mort. Hein? On vient vivre jusqu'au bout le temps qui reste. Puis pour ça, les gens, ils nous connaissent. Mais depuis 2016, on a bonifié beaucoup nos services. On sait qu'actuellement, la démographie dans notre société fait qu'on a de plus en plus de gens qui décèdent, puis le cancer est malheureusement une cause importante de décès. Et les gens qu'on accompagne maintenant, on peut les accompagner à partir du moment où on leur dit « on ne pourra pas vous guérir, mais on va essayer de vous donner du temps ». Alors, à travers le centre de jour et la clinique de gestion de symptômes, on accompagne les gens en moyenne pendant 17 mois. Ça leur permet de transformer leur vie. Ça leur permet d'être confortables dans leur corps, puis d'apprivoiser la situation de façon moins intense que quand on le faisait juste avec les gens qui étaient en fin de vie. Bien sûr, on a encore nos 12 lits pour les gens qui sont en fin de vie. Puis on s'est rendu compte aussi que les proches aidants avaient besoin d'un accompagnement particulier et les endeuillés aussi. Ce qui fait que quand vous êtes un proche aidant ou un endeuillé, puis que peu importe si vous avez reçu ou un membre de votre famille a reçu des services à la maison,
vous pouvez avoir accès à nos services de soutien, puis c'est gratuit. Peu importe le type de décès, le moment du décès, peu importe la maladie grave que votre proche vit, on va accompagner des adultes, des adolescents, des enfants, des gens qui vivent avec le TSA de façon adaptée à leurs besoins. Oui, parce qu'on pense souvent les personnes âgées en fin de vie, mais de nos jours, on peut voir une certaine variété côté âge, ce qui est très dommage, en fait. Oui, c'est très préoccupant. Oui. Nous, on voit beaucoup de gens beaucoup plus jeunes que moi, j'ai le privilège d'être à la maison depuis 33 ans. Puis si la moyenne d'âge n'a pas vraiment changé, autrefois, on disait 65 à 75 ans. Maintenant, malheureusement, on a des jeunes dans la vingtaine, dans la jeune vingtaine. On a eu récemment aussi quelqu'un qui n'avait même pas 18 ans qui a vécu avec nous la fin de sa vie. Puis c'est très préoccupant. Il faut adapter notre façon d'accompagner les gens pour être toujours pertinent. Puis dans la façon, on n'est pas capable d'accompagner tout le monde, bien entendu. Alors, on offre beaucoup, beaucoup de formations. On a un site de formation qui s'appelle Paliscience, qui est utilisé dans 90 pays de la francophonie. Puis on a l'impression de contribuer à la qualité des soins des gens qu'on n'est pas capable d'accueillir. Et ces formations-là sont aussi gratuites, accessibles à tous? Oui, tout est gratuit. On travaille aussi avec les médecins francophones du Canada pour offrir des formations de grande qualité aux professionnels de la santé aussi. Ah oui. Fait qu'on a vraiment l'impression de contribuer de façon plus étroite avec toute la population du Québec là, en aidant les professionnels à être plus justes dans leur façon là, d'intervenir. Ouais. Mais je crois aussi, avez-vous l'impression qu'il y a vraiment un certain filet social autour de la Maison Victor-Gadebois? Avec les années, on dirait que dans la population, vous êtes connu, le nom, tout le monde connaît le nom. Oui, tout le monde connaît le nom, puis tout le monde peut s'impliquer à sa façon. On a toujours besoin de bénévoles. On a le privilège d'avoir avec nous 228 bénévoles qui offrent plus de 30 000 heures de bénévolat par année. Et comme on a beaucoup de services différents, bien, il y a des gens qui peuvent être présents de toutes sortes de façons, en cuisine, en décoration, auprès des gens qui sont en fin de vie, au centre de jour, pour la maintenance, l'entretien. C'est la même chose avec les bénévoles. On a des jeunes qui n'ont pas 20 ans, puis on a des gens. On a encore 2 bénévoles avec nous qui sont avec nous depuis plus de 33 ans. Donc, on est très, très privilégiés. Oui, la population nous rend bien l'amour qu'on leur offre quand ils côtoient la maison. On est très, très privilégiés, puis remplis de gratitude pour eux, là. D'ailleurs, vous avez dit tout à l'heure, on a renouvelé notre site Internet. Puis les gens, parfois, sont un peu frileux par rapport à la maison, ça les inquiète. Puis les commentaires qu'on a souvent, c'est « Ah, si j'avais su, je serais allée avant. » Alors, je vous invite à aller visiter le site de la maison. Puis vous allez voir que ce qu'on a voulu, c'est vraiment que vous puissiez ressentir. Et on a mis des vidéos sans parole, sans texte, pour que vous puissiez ressentir ce qu'on vit à la maison. Alors, il y a beaucoup d'intensité. Il y a des moments tristes, mais ce n'est pas que triste. C'est le milieu probablement où il y a le plus de vie que vous allez fréquenter là, dans la société actuellement. Aussi, sur le site Internet, les gens vont pouvoir découvrir tous les services offerts. Comme vous disiez, la période avant peut être très longue. Donc, l'accompagnement à ce moment-là, sur le site Internet, les gens vont pouvoir aller voir comment ils peuvent s'inscrire et comment ils peuvent bénéficier de ces services-là. Oui. Est-ce qu'il y a un autre service qui est particulier chez vous? Bien, on a un nouveau programme avec les gens qui vivent avec le TSA. On travaille beaucoup avec la zoothérapie. Le centre de jour, on est allé aussi à domicile pendant la pandémie. C'est quelque chose qu'on aimerait mettre sur pied puis continuer, mais vous savez que les besoins financiers sont très grands. Ça qu'il n'y a pas de petits dons. Il n'y a pas s'impliquer, soutenir la maison. Vous pouvez être assuré qu'on redonne à la communauté, quand on travaille avec le milieu scolaire, quand on travaille avec les universités ou à la recherche. Bien, on le fait de façon bénévole. Alors, l'argent qui nous est confié, on l'a fait circuler ailleurs dans la communauté en prenant bien, bien soin. Fait que chaque sous compte. M. Derry, notre directeur général avant moi,
Il nous avait bien appris. Chaque sou compte, puis il n'y a pas de petit engagement. Là. C'est important aussi de mentionner le territoire. Donc, ce n'est pas seulement les gens de la vallée du Richelieu qui ont accès à la maison Victoria. Non. On offre nos services aux gens de toute la Montérégie. Et si vous avez un parent en Montérégie, alors si vous habitez la Montérégie, votre maman est à Québec, puis vous souhaitez l'avoir près de vous pour sa fin de vie, bien, on pourrait l'accueillir à la maison. Il suffit de faire une demande. Fait que le territoire est très grand. Hein? La Montérégie, c'est quand même plus d'1,5 million habitants, 225 villes et villages. Puis, bien, comme je vous disais, on n'est pas capable d'accueillir tout le monde, mais on essaie d'élargir nos services pour vraiment soutenir notre réseau de la santé, qui, lui, s'occupe de nous remettre sur pied dans notre vie active. Puis nous, bien, quand les gens arrivent dans une période où l'objectif est différent, où on veut mettre de la qualité dans la vie qui reste, bien, ils peuvent compter sur le soutien de la Maison Victor-Gadebois pour ça. Autant pour la personne qui est malade comme telle ou encore un proche aidant, comme vous disiez. C'est important de savoir que les proches aidants peuvent aussi aller chercher du soutien. Oui, puis les services sont gratuits pour les proches aidants. Ils peuvent être accompagnés de façon individuelle ou en groupe. Ça fait du bien, des fois, d'échanger avec des gens qui vivent des situations qui sont semblables aux situations qu'on vit. Les enfants, entre eux aussi, démystifier tout ce qui arrive, s'ajuster au fait que maman va décéder, que mon petit frère va décéder, que c'est ma grand-mère. Leur permettre de comprendre, vous savez, les gens, les jeunes, les enfants, les petits, 6 à 12 ans, vivent souvent beaucoup de culpabilité par rapport à la perte d'un proche. Ils se demandent si on fait quelque chose de pas correct. Ils ne comprennent pas toujours, est-ce que ça s'attrape? Est-ce que si ma maman décède, mon papa va décéder aussi? Fait que de les accompagner dans un langage puis dans une façon qui leur correspond, bien, pour eux, ça fait toute une différence pour le temps qui va rester. Et notre devise, c'est pour que la vie continue. Alors, tous les gens qui côtoient la maison, bien, ceux qui viennent vivre avec nous, on veut qu'ils puissent vivre jusqu'au bout le plus intensément possible le temps qui reste. Mais pour ceux qui vont poursuivre leur vie après, ils ont aussi besoin que la vie continue en transformant cette expérience douloureuse pour que l'héritage qui leur reste puisse leur apporter aussi un certain réconfort puis de sentir qu'ils ne sont pas seuls dans cette expérience-là. Alors, c'est un 33 ans avec de nombreuses aides à la communauté. Merci, Mme Savard, pour cette belle entrevue. Ça m'a fait très plaisir de passer du temps avec vous. Merci beaucoup pour l'invitation. On s'entretient avec Alexandra Labbé, mairesse de Chambly. Bonjour, Mme Labbé. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi on est réunis ici aujourd'hui? On est réunis aujourd'hui pour l'annonce du début des travaux, en fait, de démolition. J'aime mieux dire déconstruction parce qu'on va tranquillement déconstruire l'ancienne caserne Serge Caron, qu'on connaît en plein milieu de notre centre-ville, notre caserne incendie, pour en reconstruire une nouvelle. Donc, une nouvelle Serge Caron 2.0 qui nous répondra, en fait, beaucoup mieux à nos besoins. Pourquoi on avait besoin d'avoir une nouvelle caserne à Chambly, selon vous? Bien, en fait, il y a 2 choses qui l'expliquent. Premièrement, on a nos pompiers maintenant 24 heures sur 24 en caserne, 7 jours sur 7, donc disponibles en tout temps pour la population. Ça leur prend un milieu de vie, ça leur prend une caserne à la hauteur de ces opérations-là. On a aussi un service de premiers répondants, donc il faut être capable d'assumer ce service-là. La caserne existante était pas tout à fait à la hauteur pour nous permettre d'opérer là, facilement dans ces conditions-là. Puis l'autre chose, c'est qu'on veut installer notre point tournant, en fait, de toutes nos opérations d'urgence dans cette caserne-là. Ça prend donc certaines normes sismiques, certaines normes de sécurité. La caserne n'était plus à la hauteur. Vous avez parlé de reconstruction plutôt que de démolition. Est-ce qu'il y a un côté écologique à ça? Comment la Ville essaie d'améliorer ce côté-là? Oui, tout à fait. En fait, on va s'arranger pour valoriser la majorité des matériaux qu'on va enlever de l'ancienne caserne. Donc, briques, acier, on va vraiment valoriser les matériaux. Qu'est-ce qu'on veut dire par valoriser? Valoriser, c'est qu'ils vont être réemployés. Okay. Donc, réemployés dans d'autres projets, pas nécessairement sur le territoire de la Ville de Chambly, mais on travaille avec des experts pour trouver une nouvelle vocation à ces matériaux-là. Donc, ils ne sont pas nécessairement en fin de vie. Il y a encore une belle qualité de matériaux. Puis, on va réutiliser aussi des équipements qui sont nécessaires pour nos pompiers, là, autant en décontamination, en ventilation. Donc, il y a vraiment des équipements qu'on peut récupérer. OK. Puis, vous parlez de milieu de vie. Qu'est-ce que ça prend dans une caserne pour bien vivre là?
Bien, pour dormir, ça prend des lits. Ça prend aussi une cuisine pour se nourrir. Donc, vraiment, là, douche, salle de bain. Puis c'est vraiment une vie en communauté. Donc, ils sont plusieurs pompiers à vivre en même temps dans ces endroits-là. Donc, c'est vraiment des milieux de vie adaptés à la vie de pompier. Donc, oui, c'est une vie assez particulière. Mais pour y vivre 24 heures sur 24, bien, il faut qu'il y ait les bonnes installations. Puis en tant qu'administration municipale, c'est quand même un gros budget. Comment on a fait pour venir à la conclusion que ça prenait ce budget-là? Mais on a vraiment retourné toutes les pierres pour savoir si on pouvait agrandir la caserne actuelle. C'était pas possible. Par exemple, on est vraiment content. On a eu l'aide du ministère avec le PRACIM. Il n'y a pas tous les projets qui sont acceptés, mais le nôtre a été choisi cette année. Donc, une belle aide qui cumule presque 6 millions de dollars de la part du ministère. On a travaillé fort aussi pour créer des nouvelles sources de revenus. On est allé chercher de l'aide, des nouveaux projets qui s'installent sur notre territoire. Donc, à partir du moment où les projets comportent plus de 12 portes, donc des grands projets domiciliaires, on vient réclamer des contributions. C'est près d'1 million qu'on va être capable de réinjecter dans le projet de la caserne avec des nouveaux citoyens qui s'en viennent vivre chez nous. D'un côté, on construit des édifices, on a plus de gens. D'un côté aussi, ça va prendre plus de pompiers. Donc, j'imagine que c'est pour ça que ça prend un peu plus de... C'est une taxe ou c'est une redevance? Comment ça fonctionne? Une redevance. Okay. Donc, c'est une redevance au développement. Donc, ce qu'on se dit, en fait, c'est que les citoyens actuels ont déjà bien payé pour les infrastructures qu'ils ont utilisées. Donc, on veut essayer de faire contribuer aussi les nouveaux citoyens qui viennent s'installer, nos citoyens corporatifs, bien entendu, qui loueront ces logements-là. Donc, la redevance vient s'imposer au début du projet. Puis ça vient nous aider là, pour ces grands projets-là qu'on finance. À quel moment on peut s'attendre à que la nouvelle construction soit prête? On veut une inauguration en 2026. Donc, au courant de la prochaine année, là, c'est à surveiller. Madame Laville, je vous remercie. Puis, je vous remercie pour le projet. C'est très agréable de faire une entrevue avec vous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. On reçoit Nicolas Drapeau, qui est directeur du service incendie de la Ville de Chambly. Bonjour, Monsieur Drapeau. Bonjour. On est réunis aujourd'hui pour une nouvelle caserne. Depuis quand vous aviez ce besoin-là? Bon an, mal an, ça fait une bonne dizaine d'années qu'on travaille sur le projet. Étant donné que la ville a grandi, la démographie a beaucoup augmenté dans les dernières années. On l'a vu par la construction qui se fait un peu partout dans la région. Et avec cette augmentation-là, au niveau de la démographie, bien, ça augmente, dans le fond, notre service incendie au niveau des appels, les appels d'urgence, tout ça. Fait que la capacité à intervenir, il fallait qu'elle soit agrandie, puis nos espaces n'étaient pas conçus là, pour ça. Ça prend combien de pompiers pour une ville de la grosseur de Chambly dans une caserne? Dans le fond, ici, nous, on fonctionne avec une soixantaine de pompiers, dont la moitié est à temps plein et l'autre moitié est à temps partiel pour venir supporter l'équipe de temps plein au niveau des vacances et des rappels incendies. En même temps, dans la caserne, j'imagine qu'il y a différents corps de travail. Ça prend combien de pompiers, là, en tout temps? On a une équipe de 6 pompiers qui est là à temps plein avec un chef aux opérations, donc 7 au total, qui sont là avec une relève sur 4 équipes. Alors, à temps plein, 7 jours par semaine, 24 heures sur 24. On offre le service d'urgence, évidemment, on ne peut pas lésiner là-dessus. Alors, c'est les 4 équipes de 7 pompiers là, qui sont là à temps plein. OK. Puis les nouvelles installations, qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau là-dedans qui va pouvoir vous aider là, à mieux faire votre travail? Tout d'abord, au niveau de la gestion, au niveau de la ville, on a intégré une salle de coordination des mesures d'urgence et une salle de formation aussi qui va avoir vraiment la double utilité. Nous avons intégré aussi une salle d'entraînement, une tour d'entraînement qui est sur 3 étages là, pour vraiment refaire les activités qu'on peut rencontrer au niveau des incendies. Fait qu'il faut vraiment, c'est la clé dans le fond du succès là, des interventions, c'est de toujours être à date là, sur nos entraînements. Quand on parle d'une tour d'entraînement, c'est quoi? C'est des échelles, des poteaux? C'est une cage d'escalier qui est sur 3 étages, Okay. avec vraiment 3 étages qui sont conçus pour, dans le fond, recréer des sorties d'urgence dans les bâtiments de moyenne et grande dimension qui vont avoir les escaliers de secours, dans le fond. C'est dans les endroits où est-ce qu'on va intervenir, nous autres, pour déployer vraiment les boyaux incendies sur chacun des étages. Alors, ça nous permet de pratiquer ce genre d'entraînement-là. Ça prend de la pratique. On peut pas arrêter de se pratiquer. Non, exactement. Le maintien de compétences est très important là, dans l'incendie. Alors, il faut s'entraîner, nous, à chaque jour. Chaque jour, il y a des entraînements là, qui sont vraiment cédulés là, sur les équipes de travail. Vous avez aussi pris le temps d'ajouter au projet des aspects un peu plus esthétiques. Là. On parlait d'un vieux camion de pompiers. Pouvez-vous me parler de ça un peu?
Oui, dans le fond, dans le projet de caserne aussi, il y a également un espace muséal là, qui est dédié, dans le fond, à toute l'histoire du service incendie de Chambly et du Québec de façon générale. Alors, on va regarder un vieux véhicule qui avait appartenu au service d'incendie en 1930, qui va être vraiment exposé dans cette salle-là, et tout genre d'artefacts, d'équipements qui a servi au service d'incendie qu'on a pu revoir ici et là, par certains collectionneurs. C'est vraiment pour recréer et réexpliquer aux gens, garder des traces là, dans le futur de toute l'histoire de notre passé. Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Alors, cet adage-là sert très bien là, au niveau de l'incendie également. Fait que c'est vraiment un clin d'œil là, qu'on veut faire. Est-ce que les gens pourront aller visiter le musée? Oui, effectivement, ça va être ouvert au public là, de jour, en semaine, dans les heures normales de bureau. Ça va être accessible, puis les citoyens vont pouvoir venir voir ce qui est exposé. Monsieur Daproux, je vous remercie. Je vous souhaite de passer du bon temps dans votre nouvelle caserne. Puis, au nom de tous les citoyens de Chambly, merci pour votre travail. Bien, merci beaucoup à vous. Merci. On parle avec Monsieur Louis Lemieux, député de Saint-Jean. Bonjour, Monsieur Lemieux. Bonjour. Pourquoi c'est important pour le gouvernement du Québec de subventionner un projet comme la nouvelle caserne à Chambly? Faire une longue histoire très courte, depuis 6 ans, on est obligé de construire beaucoup d'écoles, beaucoup de centres hospitaliers, beaucoup d'installations comme les casernes de pompiers parce qu'on a passé trop longtemps à ne pas les mettre à niveau ou à ne pas en construire de nouveaux ou de nouvelles. La dernière école secondaire au Québec avait été construite en 96, je pense, quand on a construit notre première il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, il y avait beaucoup de travail à faire. C'est vrai pour les routes aussi, c'est vrai pour à peu près tout. Ainsi va la vie, vous me direz, sauf qu'on était, quand je dis nous, c'est le gouvernement, confronté à entretenir de vieux actifs ou en construire de nouveaux. Et pour ce qui est des casernes de pompiers, les écoles, ça a été beaucoup ça le choix. Et dans le cas de la caserne ici, à Chambly, un peu comme celle qu'on vient d'annoncer l'année dernière à Saint-Jean, c'est parce que le gouvernement a créé des programmes pour que les gouvernances de tout palier, MRC, municipalité, provinciale, fédérale, puissent contribuer à des projets mobilisateurs comme ceux-là, mais nécessaires, pour ne pas dire essentiels dans le cas d'une caserne de pompiers. Donc, c'est ce qu'on a fait ici, c'est ce qu'on avait fait à Saint-Jean. C'est un programme, je vous passe l'acronyme, là, mais qui permet aux municipalités de consacrer une partie du budget de l'opération. Dans ce cas-ci, on parle de presque 20 millions, si je me souviens bien. Là. Et la facture va être absorbée en partie de 6 millions par le gouvernement provincial. Ça donne aux municipalités la capacité de construire mieux, plutôt que de construire juste avec ce qu'on a les moyens de faire. Et dans le cas de Chambly, comme à Saint-Jean, c'était important parce qu'avec les changements climatiques, on a de plus en plus de crises, des crises qui exigent des mobilisations de coordination de moyens d'urgence. Et ces coordination-là, d'habitude, ça se faisait dans la salle de conférence de l'hôtel de ville. Ce qui n'est pas nécessairement idéal au moment où ça pète de partout, puis tu as besoin de prendre des décisions, tu as besoin de savoir ce qui se passe, tu as besoin de savoir qu'est-ce qui se passe sur le terrain, mais qu'est-ce qu'on a comme ressources. Ça prend des moyens modernes. Alors, cette nouvelle caserne-là que vous allez avoir a ce centre de coordination de moyens d'urgence. Et ça, bien, c'est bon pour le Québec, c'est bon pour les Chambliens, c'est bon pour tout le monde. Comment vous faites pour choisir quel projet investir dedans? On travaille ensemble. Les députés, et Jean-François ici encore plus que moi, parce qu'il est là depuis encore plus longtemps dans sa circonscription de Chambly, travaillent avec le municipal puis les MRC pour voir venir ces choses-là. Puis dire, vous savez, on a des programmes. Un programme, c'est pas le ministre ni le député qui décide, c'est les fonctionnaires, c'est normé un programme. Mais on est habitué de travailler avec, et les municipalités aussi, de sorte qu'une fois qu'on a établi ensemble une sorte de façon de faire, ils sont capables, dans les gestions municipales, dans l'appareil municipal, de dire, oui, ce programme-là, il est bon pour nous autres, mais c'est pas vraiment de ça dont on a besoin. Je pense, par exemple, à des patinoires réfrigérées couvertes. On vient d'en avoir une à Saint-Jean. Bon, on en avait besoin, mais plus que le besoin, il y avait un vieil aréna tout croche, puis il fallait faire quelque chose avec. Puis les gens de la municipalité, après avoir discuté avec eux, ont compris que s'ils gardaient la glace, c'est niaiseux à dire, là, mais s'ils gardaient la glace, puis ils scrapaient tout le reste, on pourrait recouvrir puis réinstaller une façon de réfrigérer la glace 3 saisons, puis ça fonctionnerait. On a été chercher 5 millions avec ça. C'est un des plus gros projets on appelle ça le PAFIR, ce programme-là pour le sport, les installations sportives. Mais bref, c'est de travailler ensemble. Puis travailler ensemble, ça veut dire d'être capable de sentir les besoins puis de bien aiguiller
dans certains cas, les municipalités, les MRC, puis les petites municipalités. Moi, j'ai une petite municipalité, Saint-Blaise, qui vient juste de dépasser 2000 habitants. Eux autres, ils avaient besoin, je ne sais même pas comment ça s'appelle, là, mais c'est un trou dans terre pour mettre de l'eau parce qu'il n'y avait pas l'installation suffisante pour remplir les camions de pompiers quand ils avaient vidé l'eau puis il y en avait besoin d'autres. Il n'y avait pas assez de puissance. Donc, ils se sont construits une énorme citerne dans le sous-sol avec des pompes. Puis là, maintenant, les camions sont capables de venir chercher l'eau qu'ils ont besoin pour aller sur les feux à Saint-Blaise. Ça a l'air niaiseux comme ça, mais tout seul, la municipalité ne pouvait pas. Mais à deux, ça c'est bien fait. Non, les municipalités ne peuvent pas faire des déficits, ça leur prend des partenaires. Oui, bien ça, le déficit, j'aimerais mieux qu'on n'en parle pas. C'est pas parce qu'on peut en faire qu'on est content. Mais non, on a... Tu sais, il y a un programme au Québec, c'est pas un programme, c'est un budget, c'est encore plus gros que le budget du Québec. On appelle ça le Programme québécois des infrastructures. Quand on est arrivé, il y avait 100 milliards de dollars là-dedans sur 10 ans pour construire, pour rénover. Bon. On est rendu à 154 milliards depuis 6 ans de financement sur 10 ans d'infrastructures. Ça, c'est dur sur les finances, mais c'est bon pour l'économie. On fait travailler le monde. Le monde oublie qu'on est passé à travers la pandémie parce qu'on a ouvert les vannes. Le fédéral payait les salaires. Nous, on a ouvert les projets. On a ouvert plein de financements pour les usines, pour se robotiser, se mécaniser, s'informatiser. Et ça a fait une différence. Le Québec est sorti plus, j'allais dire en forme, pas en forme parce que c'était une pandémie, mais mieux de la pandémie que les autres voisins. On les a dépassés grâce au tremplin qu'on a eu grâce à la pandémie. Fait à toute chose, malheur est bon, mais au final, quand on a ce désir de travailler ensemble, puis qu'on comprend les besoins, puis, tu sais, les gens disent c'est long. C'est toujours long. Mais moi, au bout de 2 ans, quand j'ai compris un bon programme qui n'est pas utilisé chez nous, je réussis à convaincre ma mairesse de dire, tu sais, t'as un programme, là, tu pourrais faire ça. Ben, l'aréna, là, qui va devenir une patinoire couverte, c'est un peu ça. Monsieur Lemieux, député de Saint-Jean, merci pour les explications et du processus là, derrière le choix d'un projet comme ça. Puis mon ami Jean-François, votre député, mon ministre, se fera un plaisir de répondre davantage à vos questions. Désolé, mais pour ce qui est de Chambly, je manquais un petit peu de profondeur. C'était parfait. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Madame Sabrina Brochu, conseillère en développement culturel à la MRC de la Vallée du Richelieu, vous avez aujourd'hui un bel événement pour les citoyens, mais aussi les agriculteurs. Qu'est-ce que c'est? Notre événement Culture et culture, quand l'art fait sens, regroupe plusieurs secteurs, la culture, l'agriculture et la restauration, dans un défi artistique et gastronomique multisensoriel qui a lieu au Centre culturel de Belleuil. C'est un événement juste avant la présentation de la pièce de théâtre Rouge, jaune, vert qui porte sur la santé psychologique dans le milieu agricole. Donc, en fait, vous avez été chercher 2 idées que vous avez amalgamées ensemble. Et l'idée des bouchées comme telles, qui sont servies avant l'événement, ont une certaine particularité par rapport avec la pièce de théâtre. Oui, effectivement, parce qu'on a jumelé des équipes de ces différents secteurs-là, comme je disais tout à l'heure, et on leur a demandé de créer un aménagement artistique, mais qui allait pouvoir se manger également. Donc, on a fait rencontrer les équipes. C'était la première fois qu'ils se rencontraient pour cet événement-là. On leur a donné chacun une couleur, les mêmes couleurs qu'on retrouvait dans la pièce de théâtre, donc qui s'appelait le rouge, jaune, vert. Donc, on a une équipe rouge, une équipe jaune, une équipe vert. Et à partir de cette couleur-là, ils devaient créer un aménagement artistique. Et une bouchée. Donc, nos équipes ont travaillé très fort pour développer des concepts très intéressants dans nos tables, donc dans chaque aménagement qu'on découvre. Au-delà de la couleur et de l'aménagement artistique qu'on voit, bien, il y a aussi un écrivain ou une écrivaine qui était associé à cette équipe-là qui devait écrire court texte inspiré de la rencontre entre ces équipes-là. Et est-ce que les convives auront la possibilité de donner leur appréciation sur les plats qui seront servis, les petits plats qui seront servis et la pièce de théâtre? On a décidé de ne pas le faire en concours parce que c'est vraiment dans un esprit de collégialité. Il y a une chimie absolument extraordinaire qui est en train de se produire ici. Pas juste entre les membres des équipes, des 4 personnes, mais avec les autres équipes également. On était vraiment dans un défi hors norme et ça a créé des liens extraordinaires. Et tu sais, il faut savoir que, par exemple, le chef de l'équipe des Verts devait travailler avec les produits maraîchers de l'agriculteur qui était associé à son équipe. Donc, on a une ferme maraîchère, on a une ferme bovine, mais on a également une ferme de grande culture de soya. Donc, on travaille différents produits, les légumes, le bœuf et le soya.
Alors, la MRC de la Vallée du Richelieu est toujours là pour accompagner les agriculteurs dans différents projets très innovants. Merci beaucoup, Mme Brochu, pour cette entrevue. Ça me fait plaisir. Madame Pommier, expliquez-nous quel est votre rôle à la MRCVR et comment vous avez aidé ou plutôt contribué à faire l'événement d'aujourd'hui? Bonjour, mon rôle, c'est d'être agente de développement agricole et bioalimentaire à la MRC. Dans le fond, mon rôle principal, c'est de mettre en œuvre le PDZA, donc le plan de développement de la zone agricole, dans lequel il y a un objectif qui est de valoriser la profession d'agriculteur auprès de la population. Donc, on a voulu faire ça en présentant une pièce de théâtre qui est la pièce Rouge, jaune, vert. Et à partir de là, l'idée a pris de l'ampleur avec les hors d'œuvre servis avant la pièce de théâtre. Oui, bien, avec ma collègue Sabrina, on a décidé de mettre nos efforts en commun, de mettre nos budgets en commun, puis de faire un petit défi intersectoriel. Donc, ça a semblé être populaire. Là. Donc, on attend beaucoup de gens aujourd'hui pour notre événement. Et est-ce que la réponse des agriculteurs et des producteurs était quand même assez favorable, même si les gens ne viennent pas nécessairement assister à l'événement? Avez-vous eu des oui-dire sur comment ils trouvent l'importance pour la MRCVR de s'appliquer dans ces événements-là? Oui, bien, il y a l'UPX qui s'est impliqué et qui a fait la promotion de l'événement. Donc, il y a plusieurs producteurs qui vont être ici ce soir là, pour participer à la soirée. Bien, une très belle soirée à vous, Mme Pommier. Merci beaucoup d'être venue. Merci. C'est vraiment hors du commun de rassembler des gens, autant dans les artistes que nos producteurs agricoles. Donc, on réussit d'une main de maître de faire cet événement. Donc, c'est la présentation de ce soir qui est rouge, jaune et vert, lumière sur la détresse, ainsi que le dévoilement du défi culture et culture quand l'art fait du bien. Donc, c'est vraiment un événement qui est très important sur notre territoire, car c'est l'ensemble de notre territoire qui est vraiment reconnu ici ce soir. Donc, merci beaucoup et félicitations à tous d'avoir relevé le défi. Merci à Mme Pommier et Mme Brochu. Je pense que votre partenariat va faire vraiment un effet monstre parce que vous avez su nous rassembler. Puis, ça fait qu'enrichir justement l'esprit collectif et dans ces projets aussi enlevants. Donc, cette pièce de théâtre qui concrètement vient de notre plan de développement de la zone agricole que la MRC a travaillé en partenariat avec les membres de l'UPA, en fait, l'Union des producteurs du Québec. Et donc, c'est pour faire valoriser aussi cette profession que nous avons tous à cœur. Donc, merci encore de votre présence et je vous souhaite tous une belle soirée. Merci. Le volet culture et culture quand l'art fait sens. Quand nous avons eu l'idée de réunir la culture, l'agriculture et la restauration autour d'un défi artistique et gastronomique, notre objectif était de provoquer la rencontre entre des gens qui choisissaient un métier, pas pour exercer une profession, mais plutôt par vocation. 3 domaines d'activité, autant la culture, la restauration que le milieu agricole, où il faut être passionné pour perdurer. Je ne vais pas vous le cacher, le projet Culture et culture quand l'art fait sens a été très difficile à porter. À un moment donné, moi et Roxane, on a beaucoup douté. Vous pourrez lui en parler. En fait, ça prenait beaucoup de courageux, 12 courageux et courageuses qui acceptaient d'embarquer dans ce défi-là avec nous. À chaque fois qu'on appelait quelqu'un pour le solliciter pour faire le défi, on se faisait systématiquement répondre la même chose. C'est intéressant, mais je suis pas sûre que je comprends. Quand les gens comprennent pas, tu te mets à douter. Et le doute, ben, c'est pas confortable. À un moment donné, tu te dis, ben, on continue, on persévère ou on arrête. Puis là, ben, on s'est rappelé le doute des productrices et des producteurs agricoles à chaque année devant la nouvelle saison. Qu'est-ce qu'elle va réserver cette année? Le doute des entrepreneurs face au rêve d'ouvrir un restaurant ou l'espoir de poursuivre pour encore un an. Le doute de chaque artiste face à son œuvre et avant de se dévoiler un petit peu plus au public. Alors, on a tourné les capsules de la première rencontre, c'était l'équipe des Jaunes, et devant autant d'humanité et devant autant de beauté, tous les doutes se sont dissipés. On est devenus très motivés de faire entendre les messages qui s'étaient dits dans les capsules. Si vous ne les avez pas écoutées, elles sont produites par TDR9 et j'insiste, prenez le temps de le faire. Les arts et la culture, c'est un lien.
En plus d'être porteurs d'identité, les arts nous rassemblent et nous aident à mieux nous comprendre, soi et les autres. On annonce ce matin une nouvelle importante qui marque le début d'un nouveau partenariat entre la Ville de Chambly et la Chambre de commerce et d'industrie de la vallée du Richelieu-Rouville. Un nouveau partenariat parce qu'il y en a déjà un qui existe, mais on va leur confier à partir de maintenant, ou en fait, là, dès son ouverture en 2025, la gestion de l'édifice Joseph Ostigui, notre ancienne bibliothèque, et tous les services qui vont y être offerts, donc dès l'ouverture. En tant que gestionnaire, la Chambre de commerce va y loger ses bureaux. On rêve d'une antenne satellite chamblyenne depuis un bout de temps, alors ça sera fait. Elle assurera la gestion des espaces locatifs. On avait parlé d'espaces de co-travail, donc ce sera le cas. L'accueil de la clientèle, l'animation de l'espace muséal sur l'histoire de Chambly, ainsi que le service d'information touristique. On sait ce qui s'est passé au centre nautique, on est obligé de démolir, donc c'est une très bonne nouvelle de savoir qu'on va relocaliser tout l'espace d'information touristique de ce côté-là. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, vous l'entendez, hein? L'implication de la Chambre va permettre d'offrir un accès continu 7 jours par semaine et va consolider du même coup la nouvelle vocation multifonctionnelle de ce magnifique édifice patrimonial qui va avoir retrouvé son aire de jeunesse. Je trouve ça important de préciser que la Chambre de commerce Vallée du Richelieu-Rouville s'est imposée comme partenaire de choix pour la gestion de ce nouvel espace public. Et ça, c'est grâce à son expertise en développement économique, sa vision pour une communauté socio-économique diversifiée, prospère et axée sur l'éco-responsabilité. Je l'ai dit tantôt, c'est rare qu'on trouve deux organisations où les valeurs sont aussi alignées. Puis c'est le cas entre la Chambre et la Ville de Chambly. C'est assez impressionnant comment on est vraiment dans la même direction. Je suis convaincue que la présence de cette équipe dynamique et créative, si vous hésitez, vous voulez confirmer tout ça, allez les voir, prenez le temps de jaser avec eux autres, vous allez voir que c'est très vrai. Donc, en plein cœur de notre centre-ville, ça va constituer un atout majeur pour la communauté, les entreprises de la région, de même que la vitalité économique de notre belle municipalité. On le sait, ça va être un noyau pour notre centre-ville, donc c'est important qu'il soit bien dynamique et bien vivant. Cette alliance naturelle avec cet organisme qui est bien établi et impliqué dans le milieu va contribuer à dynamiser ce lieu proche de la communauté, faire briller un joyau de notre patrimoine et bonifier les services qui sont offerts tant aux citoyens, à notre communauté d'affaires qu'à nos organismes communautaires, parce qu'il y aura une place pour eux aussi. Rappelons que nous avons investi près de 3,7 millions en réfection pour l'édifice Joseph Ostigui pour sa remise en état extérieur, l'aménagement intérieur du bâtiment. On avait l'intention d'y donner une nouvelle vocation pour cet édifice emblématique de notre centre-ville. On veut répondre aux besoins de notre milieu, préserver notre patrimoine. Et c'est avec Mme Larochelle et son équipe qu'on réussira à le faire. C'est un bonheur d'être ici tous ensemble aujourd'hui pour lancer ce nouveau partenariat qui nous unit. Toute l'équipe en rêvait littéralement de cette belle journée-là. En effet, on est honorés, comme je disais, d'avoir été mandatés pour gérer ce lieu symbolique pour les Chamblysiens et Chamblyennes. Et nous avons extrêmement hâte de nous installer dans la bâtisse. Là, vous n'avez aucune idée comment on a hâte, même d'aller visiter là, les lieux. Donc, voilà, on est très enthousiastes face à ce partenariat entre la Ville de Chambly et la CCIVRR. Ce projet marque un moment clé pour notre organisation également et pour la communauté d'affaires du bassin de Chambly, mais également, on l'espère, pour la MRC de la Vallée du Richelieu et la MRC de Rouville, qui est la MRC voisine, mais qui fait partie de notre territoire. Quand on a été approché, ce qu'on trouvait de magnifique là-dedans, c'est que non seulement c'est sur l'artère principale, c'est le cœur battant de la ville de Chambly, mais c'est aussi en plein cœur de notre territoire, le cœur de la Montérégie. Donc, c'est une affaire de cœur, finalement. On aime ça. On aime ça. Donc, Madame Larochelle, on se trouve aujourd'hui à Chambly pour une grande annonce, une annonce de partenariat avec la ville de Chambly. La CCIVRR qui s'amène ici. Quelle forme ça va prendre tout ça? Ah, c'est tellement une belle histoire. Premièrement, je veux rassurer les gens de Belleuil et de tout ce secteur-là de notre territoire. On ne quitte pas là, ce coin-là. C'est juste qu'on a une antenne maintenant à Chambly, littéralement, sur la Bourgogne, comme on appelle familièrement la rue, le cœur battant de Chambly. Et c'est à l'invitation, dans le fond, de la ville, des gens de la ville de Chambly. Ils étaient à mener des travaux de réfection pour la magnifique bâtisse Joseph Ostigui. Et puis, à l'intérieur de ça, il va y avoir un espace muséal et plein d'espaces, littéralement, là, qui ont des vocations propres, dont je pourrais vous parler. Mais ils avaient aussi beaucoup besoin de quelqu'un, d'un opérateur
administrateurs de mandater, dans le fond, un organisme qui pouvait opérer et insuffler une belle énergie à ce bâtiment-là, qui est un des plus beaux là, de la ville de Chambly. Donc, ils ont pensé à nous. Parce qu'il faut savoir qu'initialement, ce bâtiment-là, ça a déjà été le magasin général aussi. Donc, il y a comme un lien, il y a une connexion. Et puis, je pense qu'ils apprécient aussi notre dynamisme, notre créativité. Donc, ils ont vu en nous quelque chose qu'on n'avait même pas encore sous-estimé. Puis, ils nous l'ont proposé, puis on était, évidemment, on a réfléchi quand même, mais ça a été rapide on a été rapide dans notre réflexion à dire, bien oui, je pense qu'on est tout à fait... on est les bonnes personnes pour... on a l'expertise, on a les compétences, on a l'équipe également. Donc, on a accepté de relever ce défi-là. Puis, est-ce que votre équipe va devoir s'agrandir pour permettre ça? Parce qu'il y a une partie de votre équipe, évidemment, qui va rester à Belleuil. Comment ça va fonctionner au niveau de votre équipe? Ça va être une nouvelle façon de fonctionner. On n'est plus au même... c'est plus standard, la façon de gérer des équipes. Hein? On le sait depuis la pandémie, mais même avant, il y avait comme un mouvement, il y avait des changements. Donc, on est très mobile. Oui, il va falloir ajouter des perles à notre équipe, mais en même temps, on va se déplacer entre les deux endroits. Fait que ça va être vraiment une nouvelle façon de travailler, de collaborer en équipe pour être présent autant à Belleuil qu'ici. Donc, on va se déplacer, on va se promener. On est en train justement de réfléchir à la façon avec laquelle on va justement mener ça de front. C'est sûr qu'il va y en avoir qui vont rester à Belleuil, il y en a d'autres qui vont rester à Chambly, mais je parle de l'équipe, le nœud, là, vraiment, au niveau des communications, au niveau de la direction générale, au niveau de l'achat local et tout ça. Bon, c'est sûr que nous, on va se déplacer, mais il va y en avoir qui vont rester vraiment dans les lieux précisément, parce qu'il faut savoir que nous, on opère le bureau des véhicules automobiles de la SAQ à Belleuil, donc de toute évidence, cette équipe-là va rester là. Il va y avoir donc des membres de notre équipe qui sont plus dans l'administration, qui vont rester là. Mais la partie qui est peut-être plus facilement mobile, elle va se déplacer entre les deux lieux. Puis, comment ce partenariat-là va nourrir la mission de la Chambre de commerce? Il y a c'est tellement cohérent, c'est tellement en phase avec notre vision. La ville de Chambly, de par sa vision du développement économique, de par la façon avec laquelle elle mène même ses chantiers, on se rejoint beaucoup, on a des valeurs d'éco-responsabilité qui se rejoignent. Donc, ça cadre à 100%, 110% même avec la vision de ce que la Chambre veut être. Puis, tout à l'heure, je mentionnais, quand on a fait notre allocution, je disais que dans les temps qu'on vit actuellement, on a besoin d'avoir un peu de lumière. Nous, c'est ce rôle-là qu'on va vouloir jouer. C'est l'opportunité pour nous de jouer ça. Ça va être un lieu où les gens de Chambly vont pouvoir venir nous voir, venir à notre rencontre, vont pouvoir échanger entre eux également. L'espace muséal va permettre ça. Il va y avoir un petit café également. Il va y avoir des salles qui vont pouvoir être louées autant par la population que par les organismes de la région. Donc, ça va être un feu roulant. Il va toujours y avoir de l'activité, il va toujours y avoir du monde. C'est un peu le rôle qu'on veut jouer. On veut amener de la vitalité dans le lieu, puis au cœur de la Montérégie, au cœur de Chambly. Oui. Puis, en termes d'échéancier, quand est-ce qu'on peut s'attendre à une inauguration de ce lieu-là? Parce que c'est une entente sur 5 ans qui débute en 2025. Oui. Donc, quand est-ce que ce projet-là va voir le jour? Là, ça dépend du contracteur. Ça, c'est plus vraiment la Ville de Chambly qui va pouvoir répondre à cette question-là parce que je pense qu'ils s'entendent avec le contracteur pour respecter l'échéancier qui s'était donné, mais je ne peux pas parler pour eux. Je vais préférer de loin que vous leur posiez la question. On a bon espoir que cet été, ça soit ouvert parce qu'on va opérer un bureau d'information touristique. Comme j'ai déjà opéré pour la Chambre de commerce, il y a de cela plusieurs années, dans le Vieux-Belleuil, on avait un bureau d'information touristique. Donc, ça va être l'équivalent ici. Ça va être un kiosque d'information touristique en plein dans la bâtisse elle-même. Donc ça, on a bon espoir que ça puisse se faire dès cet été. On aimerait pouvoir investir les lieux à la fin du printemps, mais il va vraiment falloir voir avec la Ville de Chambly. Oui. On va d'ailleurs aller parler avec Mme Labbé, mairesse de Chambly. Merci, Mme Larochelle, pour votre temps. Puis félicitations pour ce beau partenariat-là. On a hâte de voir ce que vous allez accomplir à travers tout ça. Merci beaucoup.
Madame Labbé, on a parlé avec Madame La Rochelle juste avant, puis elle nous mentionnait que l'invitation est venue de la Ville de Chambly pour ce partenariat-là. D'où vient cette idée-là? Ça a été quoi le cheminement que vous avez fait pour en venir à cette entente-là? En fait, à la Ville de Chambly, là, on vient d'ouvrir un grand édifice là, qu'on a maintenu sous gestion municipale qui s'appelle le pôle culturel. On gère une salle de spectacle, on a la bibliothèque, on a beaucoup de programmation et on se rend compte que c'est énormément là, de coûts, énormément de gestion d'avoir un nouvel édifice là, à ouvrir, à rendre disponible à la population. Donc, assez rapidement, dans la réflexion de la réouverture de Joseph Ossigui, on s'est dit qu'on souhaitait confier à un organisme à but non lucratif la gestion de cet édifice-là, non seulement pour alléger au point de vue de la municipalité là, tout l'exercice de gestion, mais aussi pour impliquer un nouveau partenaire. On le sait hein, que de se trouver des partenaires, ça génère aussi d'autres collaborations, donc ça a beaucoup d'effets d'entraînement. Alors, assez rapidement dans la réflexion, on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir un organisme qui vient nous aider dans cette gestion-là. La réflexion de se dire qu'une chambre de commerce était tout indiquée pour gérer cet édifice-là, c'est juste consolidé quand on s'est dit qu'on y offrirait des espaces de co-travail, quand on s'est dit qu'on y offrirait aussi tout le volet touristique. Donc, on s'est dit qu'ils étaient exactement les bons partenaires pour venir habiter, on l'a dit, là, le cœur de notre ville, donc un bel édifice sur la Bourgogne. Puis, quand on a vu aussi le dynamisme de cette chambre de commerce, on est maintenant membre depuis quelques années, on a fait le transfert. Donc, on s'est dit... On est aligné sur les valeurs. On a cette même envie d'être des porteurs de dynamisme économique. Donc, ça fait un partenariat qui fait du sens. Puis, c'est quoi votre vision pour ça? Parce que là, c'est une entente sur 5 ans. À quoi vous vous attendez si vous essayez de vous projeter, de dire c'est vers ça qu'on s'en va avec cet édifice-là, avec ce partenariat-là? Bien, en fait, la vocation de l'édifice nous a été par la bande un peu imposée par un projet participatif. Imposé, pas vraiment, ce sont les citoyens qui l'ont choisi. Donc, on avait une vocation d'espace muséal qu'on devait absolument intégrer, mais on a vraiment voulu offrir aussi des espaces de co-travail puis répondre à des besoins qui nous ont été nommés par la population. Autant des organismes qui avaient besoin de salles de rencontre qu'avec le travail en mode hybride maintenant qui demande aux gens, là, des fois, de travailler en dehors de la maison, mais qui ne vont pas nécessairement ou qui n'ont plus d'espace bureau disponible. Donc, c'est vraiment là, on veut transformer cet espace-là en un espace utile pour la population. Donc, répondre à ces besoins-là. Puis j'ai envie de vous dire que pour moi, l'objectif, c'est aussi de créer des nouvelles collaborations. Fait que je pense que l'idée de faire cohabiter autant les organismes, le privé, le commercial, puis vraiment d'avoir cet espace central-là va probablement générer de nouvelles collaborations, de nouvelles rencontres. On parle souvent des bibliothèques comme un tiers-lieu pour la population, mais moi, je vois cet espace-là comme un tiers-lieu pour toute notre vie commerciale, notre vie économique, puis vraiment notre vie sociale. Donc, on espère qu'il sera vivant, puis on va suivre de près, puis on va travailler étroitement avec la Chambre de commerce pour lui trouver là, exactement la vocation qui convient. Puis, on en discutait également avec Mme La Rochelle au niveau de l'échéancier. Donc là, vous avez mandaté déjà un contracteur pour les travaux. Donc, quand est-ce que ce projet-là pourrait voir le jour? En fait, c'est sûr qu'on parle au courant de l'année 2025. On vise le printemps, l'été. Donc, quand le soleil va venir nous réchauffer, là, on devrait être en mesure d'annoncer vraiment une date plus précise. Mais c'est sûr que, comme dans tout édifice, là, les dates qu'on avait annoncées au début ont été un peu décalées. C'est un édifice patrimonial. On a eu quelques surprises quand on a fait la déconstruction de départ. Là, on est vraiment dans les chantiers finaux. On est en reconstruction. Moins de surprises qui nous attendent. Donc, on va être capable de peaufiner un échéancier à moyen terme. Mais je vous dirais là, qu'on peut s'attendre là, au niveau là, du printemps ou de l'été là, pour une date d'ouverture. Puis vous avez mentionné l'espace muséal. Comment est-ce que tout ce projet-là va valoriser le patrimoine de Chambly? Bien, déjà, juste d'avoir conservé l'édifice en propriété municipale et d'avoir investi là, autour de 4 millions dans sa réfection, c'est un gros élément qui fait qu'on protège notre patrimoine. On a non seulement fait la réfection de cet espace-là, mais on a fait de la restauration aussi. Donc, on va lui redonner ses airs d'antan aussi. Donc, on est vraiment revenu là, au plan probablement des images originales que l'édifice avait l'air. Donc, on est vraiment en mode là, un peu comme on avait fait pour l'annexe de la mairie, là, la caserne qui est derrière la mairie. Donc, ça, c'est un élément déjà. L'espace muséal, lui, va vraiment raconter l'histoire de Chambly. Ça va nous permettre d'accueillir des groupes scolaires. Ça va nous permettre de travailler aussi possiblement avec
la Société d'histoire pour aller vraiment bonifier l'animation. Donc, il y a vraiment là, un contexte, une matière à diffuser notre histoire, diffuser notre patrimoine à travers ça, mais juste la présence de cet édifice iconique au milieu de notre centre-ville, je pense qu'il est déjà très importante. Eh bien, par votre énergie puis votre enthousiasme par rapport à ce projet-là, évidemment, on a bien hâte de le voir le jour et on va suivre le dossier de près. Merci, Madame Labbé. Ça fait plaisir. C'est ce qui termine l'émission de la semaine. Merci d'avoir été des nôtres. On vous invite à aller sur tvr9.com pour voir ou revoir toutes nos émissions. De plus, sachez que désormais, le régional sera d'une durée d'1 heure pour vous offrir plus de contenu et donner lieu à plus d'échanges enrichissants avec la communauté de la vallée du Richelieu. Sur ce, bonne semaine à tous.